Eh bien, bonsoir à tous. Voici donc la première conférence sur notre nouveau cycle, l'éducation passerelle vers le futur. C'est un thème qui est très important et qui est assez synthétique. Comme vous allez le voir, c'est un thème que nous avons préparé depuis 2 ans. En effet, en 2017, nous avons traité les défis de l'humanité. Et ce thème traitait de tous les défis et tous les problèmes que l'humanité doit relever à travers tout ce qui lui est posé dans son quotidien. Nous avions donc pris toute une série de problématiques sur 12 mois. Ça partait justement du problème des migrants, des problèmes de l'intégrisme, le problème financier, les problèmes internationaux, les problèmes de l'autorité, les problèmes d'énergie, etc. Bref, on avait comme ça regardé toute une flopée de problèmes qui correspondaient à des défis que l'humanité doit relever. Non pas en essayant, comme souvent c'est fait, de dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement et techniquement à partir de là, mais justement en s'entraînant à aller voir au-delà. Fondamentalement, ce que l'on voyons, ce qui s'affiche, ce qui arrive là, ça n'est que le tableau d'affichage d'événements énergétiques plus subtils. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase qu'on avait souvent citée et dont nous parle souvent le Tibétain en disant « Quand vous voyez dans le monde une catastrophe, quand vous voyez dans le monde quelque chose qui ne va pas, quand vous voyez quelque chose qui se dégrade, demandez-vous tout de suite quelle est l'énergie spirituelle qui est en train de s'incarner. Demandez-vous tout de suite quel est le rayon qui agit. Demandez-vous tout de suite quelle est la qualité fondamentale qui est en train de descendre sur l'humanité. » On en reparlera à la fin. Et c'est intéressant quand on parle de ça, de se dire qu'il y a une autre manière de voir les choses, il y a une autre manière de considérer le monde des catastrophes simplement en disant « Oh là là, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est épouvantable. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut réagir ?» C'est vrai que c'est pas toujours facile de ne pas réagir émotionnellement, surtout quand il y a de la violence. Notre première réaction, c'est de dire « Mais il faut arrêter ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et c'est intéressant de réfréner cela, même si c'est vrai que c'est très difficile à empêcher, mais se dire allons plus loin, faisons cette démarche, allons voir plus loin. Et c'est ce que nous avions fait pendant toute l'année 2017, cet entraînement à aller au-delà des événements, au-delà des faits, au-delà de ce qui nous apparaît, au-delà des évidences, pour s'interroger qu'est-ce qui se joue fondamentalement. Et ça, c'est une éducation au-delà des apparences. Voilà pourquoi cette année 2017 était quelque chose d'important, parce que nous allons y revenir cette année. Et puis, cette année, donc 2018, autre thème qui nous a préparé à cela, les énergies subtiles du zodiaque. Dans ce thème-là, nous avons aussi eu une phrase qui est revenue assez souvent. Nous sommes des énergies, manipulées par des énergies, et cherchant à manipuler, ou tout du moins à utiliser des énergies. C'était intéressant, là aussi, de ne pas s'arrêter à nous-mêmes comme étant simplement des individus faits de chair et d'os, c'est simplement de ça. Et de se rendre compte que nous sommes des énergies, ce qui n'est pas toujours facile de se considérer comme des énergies, et complètement donc manipulés dans un bain d'énergie, comme nous ne les connaissons pas, comme nous ne les reconnaissons pas, on est souvent complètement manipulés sans s'en rendre compte. C'est ce que nous avons vu pendant les 12 signes du zodiaque cette année, combien nous étions le jouet de ces énergies, et qu'apprendre justement à les reconnaître et qu'apprendre à les utiliser pouvait aussi nous donner un certain pouvoir, nous aussi, de participer à la création du monde, et peut-être aussi d'être un petit peu moins manipulé, mais d'être un peu plus responsable et actif donc dans ce travail. Ça aussi, reconnaître les énergies, reconnaître que nous sommes uniquement faits d'énergie et que nous pouvons agir sur ces énergies. Ça aussi, c'est une sacrée éducation. Et finalement, ces deux éléments, aller voir derrière les événements, et puis nous-mêmes nous considérer comme des énergies et allons voir derrière ce qui se passe en nous, dans notre vie, dans notre quotidien, et puis ce qui se passe partout. Ça, c'est vraiment donc deux aspects d'éducation qui sont tout à fait fondamentaux et que nous retrouverons naturellement cette année avec bien d'autres choses. C'est pour ça que je vous disais que finalement l'année 2017 et l'année 2018 ont été deux thèmes que maintenant nous pouvons, d'une manière peut-être plus concise, résumer dans un processus gigantesque d'éducation. Tout ça, c'est vraiment l'humanité qui suit une éducation vers l'avant. Et puis, ce qui nous a préparé aussi à ce nouveau thème et à cette première conférence, c'est le signe du Sagittaire que nous avons vu la fois dernière. Il y avait deux parties dans l'énergie du Sagittaire, je ne sais pas si vous vous en souvenez. La première partie, c'était de dire, attention, nous avons à faire un bilan. Nous avons à intégrer ce qui s'est passé dans l'année. Donc ne pas repartir tout de suite sur quelque chose de nouveau, mais faisons le bilan, intégrons bien les choses. Et je vous avais dit, si ce n'était pas très très clair en Scorpion, n'ayez crainte, ça va être pire. Le Sagittaire commence par tout amplifier au cas où on n'aurait pas compris dans le Scorpion. Comme vous avez pu le constater, il semblerait qu'en France, nous ayons été bien vraiment dans cette ambiance cette année, donc d'amplification des choses pour essayer de voir qu'est-ce que ça pouvait dire à l'arrière-plan. Et puis la deuxième partie du Sagittaire, c'était de nous préparer à l'avenir,
nous avions vu combien il était nécessaire, de renoncer au passé, c'est-à-dire de renoncer à ce qui est déjà affiché. Le passé, ce n'est pas forcément des événements passés, mais c'est tout ce qui s'affiche. Le monde de la forme, ce que nous appelons le présent, n'est que le fruit du passé. On y reviendra aussi tout à l'heure. Donc, renoncer au passé, et puis se tourner délibérément vers l'avenir, vers le futur, ce qui posait effectivement un certain nombre de questions. C'est pour ça que là aussi, on va y revenir. Voilà donc tous ces éléments qui nous ont amenés aujourd'hui à pouvoir dire il va être maintenant nécessaire de commencer et de s'éduquer au futur. Naturellement, ce soir, nous verrons des grandes généralités. Nous avons quand même 12 mois pour détailler tout cela, donc on va prendre notre temps pour détailler tout ce en quoi consiste cette éducation. Donc ce soir, on va essayer d'abord de voir, première idée importante, que l'éducation, c'est vraiment un processus de conscience qui concerne absolument tous les règnes de la nature. On pourrait dire que c'est le processus qu'utilise la conscience pour progresser. On pourrait dire que l'éducation est le processus majeur de tout accroissement de conscience, de quelque niveau que ça soit. Ça peut paraître un petit peu bizarre parce que pour nous, l'éducation, on a l'habitude de le voir d'un point de vue humain. Et c'est vrai qu'habituellement, dès que quelqu'un fait une conférence sur l'éducation, on pense aussitôt, moi je suis parent, ou moi je suis prof, ou moi je suis ceci ou cela. Et donc on imagine aussitôt que l'éducation, c'est quelque chose qui va concerner un sujet bien précis, donc là, en rapport avec l'éducation humaine. Donc c'est exprès que je commence par cette idée, non, c'est accessoirement humain. Bien sûr, comme nous sommes humains, ça va être particulièrement important pour nous. Mais il faut déjà le voir d'une manière la plus large possible et considérer que l'éducation, c'est le processus universel d'accroissement de conscience, quels que soient justement les règnes. Quand on considère le règne atomique, ou bien le règne particules, ou bien le règne des minéraux, des végétaux, on a du mal à concevoir un processus éducatif. Chez les animaux, on le voit bien. On a tous vu des femelles, chiens, chats, singes ou autres, etc., éduquer leurs petits et les amener progressivement donc à l'état adulte. Ça, on sait bien qu'il y a un processus là. C'est peut-être moins visible pour des animaux peut-être plus simples, encore qu'on imagine que ça puisse exister. Mais c'est vrai que pour les plantes, pour les minéraux et encore plus petits, on a du mal à imaginer un processus éducatif. Ça, c'est parce que on est prisonnier du monde des formes. Ça, c'est parce qu'on est complètement prisonnier justement des apparences. Donc pour nous, le minéral, voilà, c'est des cailloux, les végétaux, c'est des arbres, etc. Et bon, une éducation, mais en quoi est-ce qu'ils progressent, en quoi est-ce qu'ils avancent? On a du mal à percevoir ça. Pour nous, l'éducation est un phénomène transitoire, même nous-mêmes, souvent, nous l'avons vécu d'une manière très transitoire dans notre enfance, et donc on a du mal à élargir ça. C'est pour ça que j'ai insisté sur la définition première, l'éducation est un processus universel d'accroissement de la conscience. Or, ce qu'il faut bien concevoir, premier élément, c'est la continuité de conscience et la continuité de vie, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Depuis l'atome jusqu'aux galaxies, et peut-être encore plus, il y a une continuité de conscience et il y a une continuité de vie, les deux éléments fondamentaux. C'est nous qui mettons des segmentarisations, parce que c'est ce que nous voyons. Mais si, comme nous l'avons vu au tout début, on dit « allons au-delà de ce qu'on voit », n'en restons pas simplement aux apparences. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors on trouve quelque chose de tout à fait différent. On trouve des règnes de la nature qui ne sont rien d'autre que des formes transitoires par lesquelles la conscience expérimente des choses, apprend des choses, grandit en conscience. C'est vraiment semblable à une école. Quand on voit une école, on sait très bien qu'il y a, par exemple, les petites classes, il y a le CP, il y a le cours élémentaire, première, deuxième, année, cours moyen, etc. D'une année sur l'autre, ce ne sont pas du tout les mêmes élèves, puisque à chaque année, les élèves progressent d'une classe. Mais n'empêche que le cours moyen, le cours élémentaire ou le CP demeurent. Et à chaque fois, donc il y a une fournée qui s'en va et une fournée qui arrive. Donc ce ne sont pas les mêmes individus, mais ce sont toujours les mêmes classes. C'est exactement ce qui se passe avec les règnes de la nature. C'est vrai que nous voyons apparemment, il y a toujours des minéraux, il y a toujours des végétaux, il y a toujours des humains. Oui, mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes âmes qui habitent et qui génèrent finalement toute une vie à travers ce que nous appelons, nous, les règnes de la nature. Donc ils sont toujours là, mais parce que ce ne sont rien que des classes à travers lesquelles on apprend quelque chose. Dans la classe du minéral, on apprend la géométrie. Et il y a toute une évolution intraminérale. Tout minéral commence, toute âme minérale commence par être un vulgaire caillou pour finir pierre précieuse, cristal, diamant, émeraude. En apprenant justement la géométrisation, puisque plus la géométrie est parfaite, plus la structure est parfaite et plus on a un cristal et une pierre précieuse. Un végétal commence sa carrière comme herbe, ou petite plante, et finit comme arbre. Un animal commence aussi comme animal très très simple, et puis va finir comme animal domestique. Bref, il y a toute une progression intra-règne. Mais pour bien comprendre mon histoire de classe, il y a aussi une évolution inter-règne.
C'est-à-dire que le minéral arrivé en bout de course va passer dans le végétal, qui passera dans l'animal, qui passera dans l'humain, qui passera dans le suprahumain, qui passera dans le planétaire, qui passera dans le solaire, qui passera... Continuité de conscience, continuité de vie. On ne s'arrête jamais dans une classe donnée. Il faut nous qu'on ait à l'esprit cette image-là. Et d'un seul coup, on dit, mais alors, si toute conscience, depuis l'atome jusqu'aux galaxies, c'est une gigantesque continuité de vie et continuité de conscience, donc tout le monde a bel et bien un processus éducatif, puisque c'est comme ça qu'on grandit. C'est la seule façon d'accroître la conscience. C'est exactement ça. Donc il faut déjà qu'on voit ça de cette manière-là, oui, d'une manière vraiment la plus ouverte possible. Alors, à partir de là, on peut mettre des mots un peu plus précis que le mot éducation. Nous, c'est vrai que dans notre langue, on a gardé surtout le mot éducation, donc il est un peu fourre-tout. En réalité, il faut qu'on soit un petit peu plus précis par rapport à ça. En ce qui concerne donc les règnes premiers, on pourrait dire les règnes de particules, ou le minéral, le végétal, qu'est-ce qui va faire grandir? Ce n'est pas vraiment un processus éducatif donné par certaines personnes pour d'autres, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle le système de la vie. L'école de la vie elle-même fait que la conscience expérimente des choses. Rien que le fait de tourner pour un électron, de s'amalgamer pour certains atomes, ou bien le fait d'avoir affaire à des pressions différentes, à des températures différentes pour un minéral, ou bien à des conditions différentes pour un végétal, toutes ces conditions extérieures auxquelles il va devoir s'adapter, auxquelles il répondent, provoquent une évolution. Et cette évolution est véritablement un processus éducatif. Quand on va aller un petit peu plus loin, on va retrouver ça avec les animaux, et puis avec le règne humain. On va apprendre à être élevé. Nous allons avoir un processus dans lequel nous allons être élevés, bien élevés ou mal élevés, comme on dit quelquefois à propos des enfants. Eh bien, c'est un processus qui est intéressant parce qu'il va prendre beaucoup de place. Naturellement, on voit comment les animaux élèvent leurs enfants, on voit très bien comment ils leur apprennent quelque chose, on voit comment, selon les animaux, eh bien, ça peut durer quelques mois, des oiseaux qui leur apprennent à voler, ou bien des parents qui leur apprennent à chasser. Bref, il y a tout un processus d'apprentissage qui fait qu'on les mène quelque part, et puis après, ils vont voler de leurs propres ailes. Chacun a son histoire d'élévation. Ce mot, être élevé, bien élevé, mal élevé, autrefois, ce processus s'appelait l'élève. On parlait d'un processus d'élève. C'est ce qui était avant le mot éducation. Mais ce mot a complètement disparu. Il a été maintenant spécialisé dans celui qui est élevé. Donc celui qui est élevé est un élève. Mais le processus même de l'élève a disparu. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été remplacé par un mot qui convient beaucoup mieux, c'est l'élevage. Donc, d'une certaine manière, le processus d'élever quelqu'un, c'est de l'élevage. Ça peut vous paraître bizarre, moi aussi. C'est pour ça que pour éviter de parler toute la soirée de l'élevage de nos enfants, je vais employer le mot élévation. C'est très curieux de voir qu'en français, le mot élève a disparu, on a gardé le mot élévation, mais que c'est surtout le mot élevage qui a prédominé complètement. À tel point qu'on voit bien comment, comme je vous disais, les animaux, ou bien souvent les humains, vont élever leurs petits d'une certaine manière. Qu'est-ce que c'est que le processus qui consiste à élever? C'est un processus minimum d'éducation. La différence est extrêmement intéressante. En effet, dans le processus qui consiste à élever, eh bien, ça consiste à donner un maximum d'informations permettant à l'enfant ou au bébé animal de devenir adulte. En fait, le processus d'élévation est simplement un processus qui permet de grandir, qui permet d'arriver à maturité, qui permet d'arriver justement à une certaine autonomie. On pourrait dire donc que tous, à l'école, et souvent nos parents, nous ont élevés. Et nous ont permis à un moment donné d'avoir nos propres moyens, d'avoir notre indépendance, d'avoir notre autonomie, d'avoir un métier et de pouvoir aller dans la vie en disant merci. Merci pour ce processus, merci de nous avoir donné tous les moyens. Il y en a qui en ont reçu beaucoup, d'autres pas beaucoup. Mais voilà, chacun se débrouille avec ça et maintenant on part dans la vie après avoir été élevé. On voit bien que ce processus, donc à un moment donné, s'arrête. Ça ne va pas plus loin. Or, vous remarquerez que bien souvent, nous on appelle ça l'éducation. Quand on dit l'éducation qu'on a reçue, vous noterez que très souvent, ça ne va pas plus loin qu'un processus d'élévation. Ça veut dire qu'on a reçu tout ce qui était nécessaire pour pouvoir grandir. On a eu des bons soins, on s'est occupé de nous, on a eu de l'amour, on a eu de l'attention, on nous a payé des activités extrascolaires, on a fait l'école, tout ce qu'il fallait pour être grand. Et après, on dit, maintenant, ciao. On nous a dit ciao, ou bien nous-mêmes, on a décidé à un moment donné de dire, maintenant, ça suffit. L'école, jusque-là, je vais bosser, j'ai un métier et je profite de la vie. Donc, arrêt de ce système d'élévation pour passer complètement à autre chose. Par contre, l'éducation, c'est quelque chose d'autre. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare.
Et je ne me réfère bien sûr à l'étymologie. Éducation, ça vient du latin ex ducare. Ducare, c'est le verbe conduire. Donc conduire hors de. Conduire hors de quoi? Conduire hors de là où nous a amené l'élévation. À un moment donné, l'élévation nous a amené là où on était, même dans la vie d'avant. Nous a amené à ce qu'on savait faire, nous a amené à une certaine instruction, nous a amené à un nombre de moyens minimum pour pouvoir se débrouiller dans la vie. Ok, et on peut se contenter de ça. Et l'éducation nous dit, non, c'est maintenant que le boulot commence. Maintenant, il s'agit de conduire hors de ça, oui, mais vers où? Vers ton être essentiel. Donc tout processus d'éducation est un processus qui nous sort d'une certaine norme sociale, parentale, scolaire, pour nous amener progressivement vers l'être essentiel que nous sommes fondamentalement. Voilà pourquoi l'éducation, on a fait un terme générique, mais il y a relativement peu d'éducation dans le monde, il y a un maximum d'élévation. On pratique beaucoup le fait de bien élever ses enfants, mais encore assez peu relativement l'éducation, parce qu'on n'en est pas encore forcément là, mais on va y revenir. Tout le processus d'éducation consiste justement à progresser dans l'âme que nous sommes. Et je vous rappelle que l'âme que nous sommes, c'est pas du tout un enseignement religieux, c'est pas croire en l'âme. L'âme, c'est vraiment quelque chose que nous pouvons définir comme étant la conscience globale, la conscience d'ensemble. Ça veut dire que toute personne pour qui la conscience globale devient une évidence, quelqu'un qui commence à sentir, à penser, à agir en termes de globalité, en termes d'ensemble, mais qui croit en rien, est complètement dans ce monde de l'âme. Même si ce n'est pas sa référence, ça n'a aucune espèce d'importance. Voir tout ça en termes de conscience. Et donc, finalement, l'élévation nous amène à être nous-mêmes, à affirmer la conscience individuelle. Et l'éducation va nous dire, ok, maintenant il va falloir en sortir et aller un petit peu plus loin. Et puis il y a un quatrième élément. Lorsque, au bout d'un certain temps, un certain nombre de vies, nous sommes véritablement dans le vécu de notre âme, nous sommes dans cette conscience globale, ça y est, nous en sommes là. Là commence un processus qu'on appelle d'initiation. Là, l'initiation, ce n'est pas un processus d'éducation, parce qu'il ne s'agit pas de nous sortir hors de notre être essentiel, on y est. On est cet être essentiel, simplement il va falloir maintenant qu'il s'ouvre de plus en plus à l'infini, dans cette continuité de vie. On parle même plus d'expansion de conscience, on parle de quelque chose de très mystérieux que je serais bien incapable de vous expliquer parce que je ne sais pas, je ne le vis pas, que c'est des expansions de vie avec un V majuscule. On dépasse complètement la conscience, on ne progresse plus là-dedans, on progresse dans la vie une. C'est vraiment les initiations supérieures et c'est ce qui fait qu'on aboutit progressivement à devenir ce qu'on appelle des maîtres de sagesse ou des initiés qui eux-mêmes ont certes appris beaucoup de choses par rapport à la Terre, ont un certain nombre d'initiations, mais continuent. Parce qu'après, il faudra s'ouvrir non seulement à la Terre, mais au système solaire, et puis à d'autres étoiles, et puis à d'autres systèmes, et puis à d'autres constellations, et puis à la galaxie, et puis je sais même pas où ça s'arrête, et je ne sais même pas si ça s'arrête. Voilà donc ces 4 termes, si on veut aller un petit peu plus dans les détails, mais qui nous montrent des moyens différents, des systèmes différents, mais finalement toujours exactement la même chose, un progrès. Quelque chose qui permet à la conscience de progresser de plus en plus à l'intérieur d'un règne, et puis d'un règne vers un autre, et ainsi de suite, donc jusqu'à l'infini. Ça, c'est donc la première idée. Il faut vraiment qu'on conçoive que l'éducation, c'est le processus universel de progrès de la conscience. La deuxième grande idée, c'est que l'éducation ne s'arrête jamais, forcément, vu ce que je viens de dire. Vu qu'on ne s'arrête pas à un règne et que quand on a fini un règne, on est immédiatement donc initié au suivant, donc forcément, ça ne s'arrête jamais. Au contraire de l'élévation. Là, l'élévation, ça s'arrête. On voit très très bien dans le monde animal qu'au bout d'un certain temps, les parents mettent dehors les petits. Bon, ça y est, allez, maintenant, vous êtes grand, vous savez le minimum, vous savez chasser, vous avez tous les rudiments, maintenant c'est bon. Mais on retrouve exactement ça dans le monde humain. Là aussi, dès qu'on a un petit peu les rudiments de savoir-vivre, bon ben voilà, maintenant vous allez vivre. Donc on voit bien que, bien souvent, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Naturellement, cet arrêt, il y en a qui le vivent même très sérieusement. Il y a beaucoup de personnes qui n'embraillent pas forcément sur l'éducation, qui vont rester justement dans ce processus d'élévation. En disant, voilà, maintenant, ça y est, j'ai eu l'école, éventuellement j'ai fait des études supérieures, maintenant j'ai mon métier, maintenant je profite de la vie. Maintenant, voilà, le couple, un métier, des enfants. Bon, le moment des apprentissages est terminé. Et c'est là que le drame, c'est que beaucoup de personnes dans le monde, à un moment donné, arrêtent complètement le processus d'élévation. On considère qu'on en sait assez. Et donc on va vivre tout simplement sur ses acquis.
Combien de personnes, une fois passée justement cette période d'apprentissage, ne cherchent plus, ne cherchent pas à penser autrement, ne cherchent pas à comprendre de mieux en mieux le monde, ne cherchent pas à apprendre de nouvelles choses, ne cherchent pas à progresser. Non, ils vivent sur leurs acquis, c'est tout. Ils vivent donc sur le passé. Oh, vous allez me dire quand même, ben, plein de gens qui lisent, enfin, on continue de lire. Ah oui, on s'informe. Oui, on s'informe. Alors là, on va lire des revues, on va lire des journaux, on va lire les réseaux sociaux, on va regarder la télévision, on va écouter la radio, etc. Oui, ça, on s'informe. Mais l'information n'est pas du tout quelque chose qui fait progresser la conscience. C'est quelque chose qui va nous organiser à l'intérieur de là où on est, à l'intérieur de nos compétences. En restant comme ça sur le même niveau d'élévation, on ne fait que peaufiner nos compétences. Mais on ne va pas au-delà de nos compétences comme le réclamerait l'éducation. On ne fait que les peaufiner. Vous allez me dire, mais on apprend quand même des choses. Par exemple, si on est passionné de sport, on va découvrir certains sports. On va apprendre quand même des petites choses. Oui, bien sûr, on va apprendre des choses. Mais c'est encore du faire. Ça encore développe nos compétences. On sait faire de mieux en mieux de choses. Mais en quoi ça nous ouvre? Même quelquefois, les gens qui changent de métier, ah ben, ça les oblige effectivement à apprendre un nouveau métier. Mais on est encore dans le faire. Toute notre vie, une fois qu'on a passé ce problème d'élévation, ben on continue là-dessus comme si on avait une espèce de plateau sur lequel on continue en vivant sur nos acquis, en les peaufinant, en augmentant peut-être le nombre de compétences, mais on est toujours dans un apprentissage à faire, pas dans un apprentissage à être différemment. Et c'est là qu'est le grand changement. Naturellement, il ne s'agit pas de cloisonner et de dire que chaque fois qu'on apprend quelque chose, c'est simplement du faire. Non. Il est bien évident que tout dépend de l'état d'esprit avec lequel on peut le faire. Et toute personne qui véritablement peut faire des choses, qui apprend un nouveau métier, ou qui pratique un sport, ou qui cherche à développer donc toute autre compétence, peut se servir de ce faire pour être. Peut se dire, l'important dans ce que je suis en train de faire, c'est pas ce que je fais. C'est à travers ça, je comprends de mieux en mieux l'autre. À travers ça, je comprends de mieux en mieux ce qui se passe dans la société. À travers ça, je m'aperçois que je m'ouvre. Je m'aperçois combien je suis de plus en plus tolérant. À travers ça, je m'aperçois combien je découvre cette notion d'humanité qui va quelque part. À travers ça, je découvre une solidarité. À travers ça, je découvre ce qu'on appelle le beau. Je découvre justement l'amour. À travers ça, je découvre l'intelligence, le bien, le beau, le vrai. Les trois grandes qualités platoniciennes qui sont les trois rayons fondamentaux. Donc c'est sûr que c'est l'état d'esprit qui compte. Je peux tout simplement continuer à apprendre à faire des tas de choses, ou bien je peux me dire, ce qui compte, c'est pas ce que je fais, c'est ce qu'il y a derrière. Auquel cas, j'échappe complètement à la routine et je passe dans l'éducation. Mais c'est bien l'état d'esprit dont il s'agit. Voilà pourquoi ce qui est important, c'est de considérer que quand on commence à en terminer avec le processus d'élévation, c'est à un moment donné, on se rend compte que maintenant, il serait peut-être intéressant de passer à l'éducation. Et je pense que vous tous qui êtes là, évidemment, vous êtes dans l'éducation. Sinon, vous ne seriez pas là ce soir. C'est que vous êtes dans l'évidence de continuer à vous ouvrir, à apprendre, à découvrir, expansion de conscience. Et que vous tous, peut-être, vous pouvez dire qu'à un moment donné, vous sentez quand vous êtes passé de l'élévation à l'éducation. Peut-être que tous, à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, ça va bien, ou quelquefois, l'élévation, j'en ai fait le tour, j'ai commencé mon métier, etc. Puis à un moment donné, je me suis posé des questions, oui, et alors? Ben voilà. Oui, et alors? Oui, je suis heureux, oui, j'ai un boulot, oui, j'ai un couple, oui, c'est super, oui, et alors? Ah ben voilà. À la suite de ce point d'interrogation, c'est là que commence l'éducation. C'est là qu'on commence à se dire, quand on commence à se poser ce genre de questions, quand on sent que ça ne suffit pas ce qu'on vit dans notre vie, c'est là que commence le processus d'ouverture, c'est là que commence le processus d'éducation. Ça, c'est vraiment important de réaliser ça. Ce processus d'éducation, il est là partout présent. Je vous le disais, à travers tout ce qu'on peut faire, c'est simplement notre état d'esprit qui va compter. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, c'est un livre très très ancien. Patanjali est vraiment un instructeur hindou, dont on ne sait même pas, ça se perd dans le lointain passé. Mais c'est lui qui a jeté les bases du Raja Yoga. Et dans certaines bases, justement, il dit à un moment donné que pour véritablement pouvoir progresser en conscience, il faut pratiquer l'art de la lecture spirituelle. Alors quand on entend ça, on dit ah bon, quels sont les bouquins qu'il conseille, lecture spirituelle? Ça n'a rien à voir avec une lecture quelconque. L'art de la lecture spirituelle, c'est ce que je commençais à vous décrire tout à l'heure à propos de l'année 2017, les défis de l'humanité. C'est l'art de voir derrière tout ce qui se passe dans notre vie, ce qui se passe derrière. C'est de voir la réalité avec un R majuscule, la réalité des choses derrière les apparences. L'art de lire spirituellement les choses, c'est d'arriver à voir, à décoder ce qui se passe. Et là, on s'aperçoit combien, quand on pratique l'art de la lecture spirituelle, combien, dans ce système éducatif, notre quotidien est une gigantesque école.
Nous sommes là véritablement dans une école à plein temps. Il n'y a pas une seule seconde dans laquelle on n'ait pas une leçon à apprendre, à tel point qu'on en loupe plein. On passe complètement à côté. Si on se rend compte que finalement tout ce qu'on entend à la radio, tout ce qu'on voit à la télévision, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on vit, toutes les rencontres, tout ce qu'on voit, chaque fois qu'on est en relation avec quelqu'un, bref, à chaque seconde de notre vie, il y a l'apparence, et puis il y a lire, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que tu vis derrière? L'occasion est véritablement d'apprendre à lire toujours quelle est la leçon qui se trouve à l'arrière-plan. Quelle est l'énergie qui se trouve là? Quel est le rayon? Qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Bref, notre quotidien est une gigantesque bibliothèque de leçons que nous pouvons décoder ou pas. Et c'est là qu'on voit combien la plupart du temps, nous nous contentons d'un quotidien bien élevé. Sur nos acquis, sur notre passé, tout va bien, voilà, c'est bien élevé. Donc voilà, on vit ce qu'on a à vivre, et puis on va pas chercher, comme on dit, midi à 14h. On va pas quand même tout le temps aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, on reste au niveau de l'élévation. Puis par moment, on a un petit éclair d'éducation. Moi, ce que je sens derrière tel événement, ou moi, ce que je sens dans cette rencontre, ou moi, ce que ça m'a fait comprendre, en tout cas, ce que tu viens de me dire, ou bien finalement, je réalise combien dans notre société actuellement, ou bien, voilà, à travers une méditation, à travers une lecture, à travers une rencontre, à travers tous les systèmes possibles, eh bien, de temps en temps, comme ça, on a l'occasion de dire, ouais, là, je sens ça, et je pense que c'est quelque chose qui m'a ouvert. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais perçu ça à ce point-là. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai commencé un petit peu à ouvrir un petit peu mes écoutilles. Ça, c'est vraiment un processus éducatif. À tel point que chaque jour, chaque soir, par exemple, on pourrait se demander en quoi ai-je suivi un processus éducatif aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai compris aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a ouvert, ne serait-ce qu'un tout petit chouïa aujourd'hui? Ou est-ce que j'ai vécu simplement, je me suis contenté de vivre une vie bien élevée? Ou mal élevée, hein. Des fois. On peut aussi. Et ça, vous voyez, c'est une question qui est intéressante parce que c'est là qu'on s'aperçoit que bien souvent, on peut passer des jours sans aucun chouïa d'éducation. On peut passer des journées entières sans jamais aller voir chercher derrière ce qui se passe, sans jamais chercher à comprendre, sans jamais chercher à connecter l'âme que nous sommes fondamentalement, la conscience globale que nous sommes fondamentalement, et que souvent nous laissons de côté parce que nous sommes complètement pris, obnubilés par le quotidien tel que nous l'avons et tel que nous le vivons. Là, c'est vraiment, vous voyez, cette démarche qui est importante et qui est la démarche éducative et qui vous montre combien notre quotidien est une proposition permanente. Et c'est pour ça que finalement, l'éducation est un processus qui ne s'arrête jamais. Ni dans cette vie, ni dans une autre, ni entre les deux vies. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe entre les vies, mais et puis quand on passera et quand on changera de règne, etc., et ça continuera jusqu'à ce que nous devenions galaxie ou je ne sais pas quoi. Bref, continuité de vie, continuité de conscience et donc accroissement nécessaire. Donc, mettons-nous ça un petit peu en tête. Ne nous endormons pas sur nos lauriers et cherchons à rendre chaque jour l'occasion d'une petite ex-éducation en dehors de notre routine, vers notre être essentiel. D'autant plus que notre routine, l'être essentiel, l'être bien élevé, l'âme que nous sommes, la conscience individuelle, la conscience d'ensemble, ça c'est notre dualité habituelle. Et cette dualité, nous la devons au fait un peu exceptionnelle, c'est vrai dans les règnes de la nature, c'est que l'être humain est à cheval sur deux règnes. Si l'être humain, comme les minéraux, les végétaux, les animaux, ou même plus loin, les planètes, les étoiles, etc., n'appartenait qu'à un seul règne de la nature, ce serait beaucoup plus simple. Mais, c'est une longue histoire que je ne vous raconterai pas, mais nous sommes sur deux règnes. C'est-à-dire que nous appartenons d'abord au quatrième règne de la nature, qui est le règne humain. Et ce règne humain, il a pour mission de développer la conscience de soi. Arriver en conscience de soi. Attention, quand je dis la conscience de soi, c'est pas simplement se reconnaître devant un miroir. Ça, cette conscience réflexive, il y a même des animaux qui commencent à l'avoir. C'est pourtant la première démarche, c'est la première démarche d'une conscience de soi. Dans la conscience de soi, c'est vraiment être conscient de soi, de sa vie, être conscient de ses énergies, être conscient de ses émotions, de ses désirs, pas ceux du voisin, pas parce que je me fais influencer, pas parce que je suis sous la coupe justement d'une certaine société. Être conscient de mes idées, vraiment qui sont les miennes, que j'ai construites, pas forcément celles que j'ai lues, que j'ai récupérées un petit peu en dehors. Donc vous voyez, c'est une conscience de soi, c'est quelque chose de très exigeant. Ça, c'est le quatrième règne. Quand on est un être véritablement conscient de soi, avec une personnalité bien établie, alors on fait partie de ce quatrième règne de la nature. Le cinquième règne de la nature, lui, c'est l'âme qui se trouve là, donc c'est l'être fondamental que nous sommes.
Et donc, on va apprendre progressivement, une fois qu'on aura bien établi ce moi, à faire un basculement et à se reconnaître dans l'être que nous sommes, qui appartient au 5e règne de la nature. Tout à l'heure, je vous montrais comment il fallait considérer les règnes de la nature d'un point de vue conscience. Le règne minéral se définit parce qu'il travaille la géométrie, ou le végétal parce qu'il travaille la sensibilité, l'animal parce qu'il travaille l'intelligence. Le 4e règne se définit parce qu'il construit la conscience individuelle, et le 5e règne se définit parce que c'est la conscience de groupe, la conscience d'ensemble. Ne jamais définir les règnes physiquement, par les apparences, toujours les définir par qu'est-ce qui se travaille en conscience. Et donc nous avons à passer du 4e au 5e règne, double éducation. À peine avons-nous fini de nous éduquer au 4e règne qu'aussitôt la porte sur la 5e règne s'ouvre. Et c'est très bien, bravo, maintenant la suite. Donc vous voyez, il n'y a pas de repos, comme je vous le disais, il n'y a pas jamais d'arrêt du point de vue de l'éducation. Prenons les choses au début, 4e règne. Est-ce que pour l'instant dans l'humanité, tout le monde est élevé au niveau du 4e règne? Non, vraiment pas. Parce que pour pouvoir être élevé au 4e règne, ça demande un certain nombre de conditions physiques, de pouvoir vraiment avoir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir manger à sa faim, pour pouvoir être logé, pour pouvoir être soigné, etc. Donc quand on voit ce qui se passe dans le monde, c'est évident qu'il y a des millions, des centaines de millions, voire de milliards, donc de personnes qui n'ont pas les moyens physiques de pouvoir vraiment être élevées correctement. Même chose du point de vue émotionnel, même chose du point de vue mental. Pas de scolarisation pour tous. Donc on voit bien que pour l'instant, le premier défi pour l'humanité, c'est véritablement de généraliser l'élévation pour tous. Le droit à chacun d'arriver à pouvoir développer tous les moyens nécessaires à son indépendance, son expression, l'émergence de son moi, l'émergence de sa personnalité, l'émergence de sa maturité et de son autonomie. Ça, c'est vraiment une première urgence pour l'humanité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore. Par contre, dans les pays où ça existe, comme par exemple chez nous, toutes ces conditions sont réunies, à part quand même quelques exceptions. Il y a toujours des gens qui n'ont pas encore toutes ces conditions bien réunies. Mais grosso modo, on va dire que majoritairement, oui, ces conditions sont réunies. Et là, on peut dire que l'école, la parentèle, tout le monde finalement, nous développe, chacun nous élève. On cherche à être élevé le mieux possible, de manière à pouvoir gagner, comme je disais tout à l'heure, cette maturité et cette indépendance. Et puis, arrivé au 4e règne, c'est pas simplement l'élévation. Ça, on pourrait dire que psychologiquement, ça ne fait que développer notre petit moi. C'est-à-dire un ensemble mental, émotionnel et physique, c'est tout. Mais pour arriver à être une personnalité, pour arriver à être quelqu'un qui se reconnaît mentalement, émotionnellement, physiquement, quelqu'un qui est véritablement autonome, quelqu'un qui a un plan personnel de vie, pour arriver à ça, c'est une véritable éducation. Parce que c'est sortir justement quelqu'un de tous ces corps, de tous ces amalgames de corps auxquels on s'identifie, surtout l'émotionnel, pour arriver à sortir de là et à pouvoir affirmer un je suis, un j'existe en tant que personne. Donc là, il y a véritablement éducation. C'est un véritable travail. Et on voit que bien souvent, ça n'a pas été fait dans l'élévation scolaire ou parentale. Donc, on a recours à toutes les techniques de développement personnel. Toutes les techniques de développement personnel qui sont tellement bien maintenant, qui permettent ça, eh bien ça permet véritablement d'arriver progressivement à utiliser tous ces moyens pour pouvoir arriver à pouvoir dire, ça y est, maintenant, au niveau du 4e règne, j'existe, je suis véritablement. C'est un premier pas. Finalement, nous, ce qu'on a vécu la plupart du temps, je vous en parlais tout à l'heure, on a vécu tout un processus d'élévation, puis un système d'éducation, on a existé en tant que moi-je, et puis on s'est dit, mais ça ne me suffit pas, moi je sens qu'il y a autre chose. Et là, on est passé à l'éducation vraiment vers l'âme. Comment on remonte plutôt vers l'âme? Est-ce que finalement, c'est le processus qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faudrait se dire, à l'école, pour les enfants, d'abord système d'élévation, un système donc de construction du moi, et puis simplement à la fin, un système d'éducation spirituelle. Est-ce qu'il faut continuer ça? Il semblerait que non, pas du tout. Ça s'est passé comme ça dans le passé, même dans un passé récent. Il y a ce système-là, mais c'est quelque chose qui a un gros inconvénient. Ce gros inconvénient, c'est que le processus de l'individuation, tel que nous l'avons vécu dans notre civilisation, s'est déformé dans ce qu'on appelle l'individualisme forcené. Le moi-je et les autres, je m'en fous complètement. Et donc comment je vais récriminer, comment je veux qu'on s'occupe de moi, je veux qu'on me donne ce que j'ai envie, que tout me soit dû, et que vraiment, et moi, je ne dois rien à personne, et c'est moi le centre du monde et le nombril du monde, moi. Et ça a créé la société que nous connaissons, cette société de consommation, cette société du moi-je, cette société qui se fout éperdument de la planète Terre, ou qui se fout de ceux qui n'ont rien, et qu'on refuse et qu'on va repousser.
ça, c'est une société de l'individualisme qui fait qu'une individuation conduite d'une manière trop séparée, trop individuelle comme ça, conduit à ce désastre et conduit au désastre tel que nous le connaissons sur la planète Terre actuellement. Or, ce qui se passe, et on le voit bien dans les écoles, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus d'enfants qui se sont réincarnés en ayant déjà vécu beaucoup de choses. Ce ne sont pas des jeunes âmes, et ce sont des enfants qui arrivent en ayant déjà vécu quelque chose du cinquième règne, en ayant déjà quelque chose de ce cinquième règne. Ce sont quelquefois des enfants qu'on appelle indigos, des enfants à haut potentiel, enfin bon, il y a plein d'appellations que l'on veut. Et souvent, ils posent problème. Bizarre. Et pourquoi est-ce qu'ils posent problème? Tout simplement parce que le système s'évertue à les élever. Ah, on les élève très bien. Mais voilà, mais ils ne se laissent pas élever très bien, c'est des mauvais élèves. Pourtant, ils sont à haut potentiel. Ben oui, mais ils ne veulent pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont simplement toutes des âmes qui se meurent de ne pas entendre l'éducation. Ces enfants, on les élève bien, on ne leur donne aucune éducation. Entendez par là, on ne leur donne absolument pas le sens de la vie fondamentale. On ne leur parle pas de vie spirituelle. Il est fondamental pour les enfants de leur donner maintenant, et les enfants de maintenant particulièrement, leur donner dès le départ une vie spirituelle. Attention, une vie spirituelle, ça ne veut absolument pas dire une allégation quelconque à une religion, à une église. La vie spirituelle, c'est la vie qui mène vers le cinquième règne. C'est-à-dire que est vie spirituelle tout ce qui tend à accroître le pouvoir de la conscience de groupe. Chaque fois que dans notre vie, nous faisons quelque chose qui font qu'on sent, on pense et on agit de plus en plus en conscience d'ensemble, on est dans ce qu'on appelle la vie spirituelle. Et même des athées peuvent être complètement dans cette vie spirituelle. Le fait qu'ils ne croient pas à Dieu n'a aucune espèce d'importance. C'est des détails. On s'en fiche éperdument. Mais le fait qu'ils s'investissent complètement dans cette vie d'ensemble, oui, ça c'est une véritable vie spirituelle. Et c'est intéressant de voir que bien souvent, dans les enseignements religieux, il n'y a pas forcément de vie spirituelle. Parce que c'est quelque chose qui s'occupe souvent de moi, mon salut, le salut de mon âme, et comment moi, etc. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qui m'amène forcément à penser en termes d'ensemble. Intéressant d'ailleurs de voir combien il y a un mot qui est vraiment contraire à éducation, c'est inculquer. Et combien souvent on a essayé de nous inculquer des principes religieux. Je ne sais pas si vous connaissez l'étymologie de inculquer, mais elle est très intéressante. Inculquer, ça vient de in, don, et culquer qui veut dire talon, qui a donné l'os calcaneum. Donc on dit qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Oh, c'est très simple. L'étymologie d'inculquer, ça veut dire tout simplement faire pénétrer en tassant avec le talon. Je trouve l'image assez plaisante. Vous voyez, quand on veut inculquer quelque chose à quelqu'un, ça va rentrer là, comme ça. Voilà. Faire pénétrer en tassant avec le talon, c'est ça que ça veut dire inculquer. On est loin du principe d'éducation qui cherche à amener quelqu'un vers ce qu'il sent, vers ce qu'il perçoit, vers son être essentiel. On est loin de tout ça. Voilà pourquoi, quand je parle vraiment d'une dimension spirituelle, je ne suis pas du tout en train de vous parler d'une éducation religieuse. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que dans plein de pays du monde, l'éducation spirituelle, souvent la plupart du temps, c'est vrai, religieuse, est absolument indissociable de l'éducation laïque. Nous, dans nos pays, c'est à partir du moment où on a voulu séparer absolument l'Église et l'État qu'on s'est complètement séparés. Et c'est bien qu'on a été des générations dans lesquelles on dit « Oh, moi j'élève mes enfants laïquement. Après, eux, ils choisiront leur religion s'ils ont envie. » Oui, mais là, on confond religion, donc une certaine croyance, et le but de la vie. Si le but de la vie ne fait pas partie de l'éducation de base, là, on est mal. Or, ce qu'il faut vraiment bien concevoir, c'est que les enfants, quand on commence à leur parler de ça, les enfants en bas âge, quand on commence à leur parler justement d'un but de la vie, c'est-à-dire que nous sommes là, nous, humanité, pour amener l'amour sur Terre. On est là pour faire évoluer les animaux, les végétaux, les minéraux. On est là pour amener des qualités sur Terre. Et que le but, c'est ça, c'est pas de s'éclater tout seul, c'est vraiment d'amener tous ensemble. Le but, c'est d'une fédération, le but, c'est de travailler ensemble, le but, c'est vraiment l'unité des mondes. Mais je vous assure à combien les enfants sont complètement ouverts. Et là, les enfants à haut potentiel, mais d'un seul coup, ils s'illuminent. Ils comprennent enfin ce qu'on est venu foutre là. C'est comme s'il y avait erreur. Mais qu'est-ce que c'est que cette école que vous nous mettez? Mais qu'est-ce que c'est que cet élevage? Mais moi, je ne suis pas venu pour subir un élevage. Moi, je cherche une éducation. Mais même les parents sont responsables. Combien de parents n'osent pas parler de ça? Même des parents qui croient très fort, des parents qui ont justement ce processus-là, mais qui, non, les enfants, non, j'ose pas trop, ils vont me prendre. Mais non seulement il faut oser, mais il faut absolument y aller.
Et ça commence à marcher très fort. On s'aperçoit que finalement, la philosophie à l'école, ça pénètre de plus en plus. Même la méditation à l'école, ça pénètre de plus en plus. À partir de 7 ans, on peut commencer à faire méditer des enfants. Des petites méditations, adaptées à leur âge, etc. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est de rencontrer ça. Vous n'avez pas idée combien ça peut changer la vie d'un enfant de se dire qu'il y a une réincarnation, qu'on ait plusieurs vies, que ce n'est pas la première, et qu'il n'y a pas de hasard. Et par conséquent, il n'y a aucune injustice. Il n'y a jamais d'injustice. On récolte toujours ce qu'on a semé dans les vies précédentes. Et ça continuera. Et qu'il y a continuité de conscience. Et qu'il y a continuité de vie. Et que le projet, ce n'est pas simplement d'avoir une compétition et de réussir à être le meilleur, mais de participer tous ensemble. Mais ça change tout. Mais ça change absolument tout. Et maintenant, nos enfants, ils sont prêts à ça. Voilà pourquoi il ne faut pas croire que éduquer, c'est quelque chose qu'on fait plus tard, une fois qu'on a établi la personnalité. Il faut le faire conjointement. Maintenant, il faut le faire ensemble. Maintenant, on est une situation, on est prêt ensemble. Alors naturellement, ces enfants, il faut toujours les élever. Il faut toujours leur donner tout un processus de développement personnel qui leur permet d'exister. Mais ne plus présenter la vie comme un système dans lequel tu vas être le meilleur. Tu vas être le premier de ta classe. Et puis tu sais, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et puis la vie, c'est une compétition. Et puis si tu bouffes pas les autres, c'est toi qui seras bouffé. Non. Comment maintenant élever les enfants dans un esprit de groupe, dans un esprit de coopération, dans un esprit vraiment dans lequel maintenant on réalise que le but, c'est de coopérer ensemble à une planète. Et qu'il y a de la place forcément pour tout le monde, obligatoirement. Et qu'il faudra vraiment changer cette société, la façon dont on le conçoit. Et tout ça, ça doit faire partie justement de l'éducation. Vous voyez, c'est pour ça que l'éducation au 4e règne, au 5e règne, c'est vraiment maintenant 2 choses qu'il faut apprendre à faire complètement conjointement. On ne peut plus maintenant se permettre de faire les choses séparément parce que l'individualisme est beaucoup trop fort et on le voit bien maintenant. Notre société a du mal à faire marche arrière sur cette espèce d'égoïsme marchand qu'on a construit parce que c'est moi d'abord. Et puis voilà, donc maintenant j'existe, et puis moi, et puis je suis le roi du monde, et puis les autres, je m'en fous. Et la planète que tu saccages, j'en ai rien à secouer, vous trouverez bien après moi. Si dès le départ, on éduque les enfants par rapport à ça, mais il y a un changement complet. Éducation permanente, 4e, 5e règne, en même temps. Et c'est d'autant plus important que nous-mêmes, nous sommes aussi éduqués en tant qu'humanité. Intéressant de voir ce système en fractal. Nous aussi, on est éduqués. Progressivement, l'humanité est éduquée à remplir son rôle fondamental qui est un rôle créateur. Nous avons tous à créer un paradis sur Terre. Les histoires qu'on nous racontait avant, nous disant « si tu fais le bien, tu seras récompensé, tu auras un paradis au ciel ». Oui, on va peut-être changer d'histoire maintenant, de paradigme, et dire « non, nous sommes là, on est venus en tant qu'âme pour justement amener nos qualités d'âme sur la planète Terre. Il faut que ça se voie. Mais pour ça, il faut qu'on crée et qu'on ait les moyens de créer. Et je vous l'ai souvent dit, on a un petit peu parlé la fois dernière, puis naturellement on va développer ce thème cette année, c'est par le mental que nous sommes capables de créer. Donc le mental est l'aspect créateur en nous. Malheureusement, ce mental, pour l'instant, l'utilisons d'une manière un peu partielle, on l'utilise que dans sa partie basse. La partie basse, ce qu'on appelle le mental concret, qui est complètement connecté au monde des désirs, au monde de l'émotionnel. Et donc nous créons, ce mental crée tout ce qu'on désire, tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous fait plaisir. D'où le monde actuel. Or, le mental, fondamentalement, il est au service de l'âme. Il est au service du 5e règne. Il se doit de capter ce qui vient du 5e règne, de manière à le mettre en place sur Terre. Donc il doit changer son branchement, arrêter d'être branché sur les désirs et l'émotionnel et être branché beaucoup plus vers le haut. Vers ce processus éducatif que nous recevons, et je voudrais voir avec vous ce processus éducatif. Ça vient d'un grand plan, je ne vais pas vous donner pour l'instant trop de détails, un grand plan qu'on pourrait appeler le plan des fondamentaux. Le plan où se trouve le plan, justement. Le plan par rapport à la Terre. Qu'est-ce qui doit être? C'est sur ce plan-là que se trouvent nos professeurs. On les appelle des maîtres. Ça tombe bien comme à l'école. Les maîtres de sagesse, on les appelle des initiés, peu importe comment on les appelle. Ce sont des êtres extrêmement évolués qui sont passés par le stade humain et qui ont atteint ce niveau de conscience planétaire dans lequel on sait que parfaitement, sur la planète Terre, même en tant que conscience, cette planète, elle a tout un processus pédagogique. Et donc ce plan, c'est d'amener progressivement l'humanité à comprendre son rôle d'être créateur et à matérialiser ce système création. Donc c'est à partir de là que tout va se faire. Tout va se jouer à partir de là. Naturellement,
En dessous, il y a un plan qu'on va appeler le monde des énergies, le monde des rayons, le monde des qualités fondamentales. C'est ce monde dont nous avons parlé cette année, en 2018, avec les énergies subtiles du zodiaque. Et finalement, à chaque fois, on pourrait dire que toute impulsion venant du plan mettra en route un certain nombre d'énergies. On peut imaginer donc à partir de là, à partir de ce plan très très élevé, il y a une pédagogie. Vous savez que pédagogie, c'est un mot qui veut dire conduire les enfants, l'art de conduire les enfants. Donc ça va bien dans la pédagogie, mais nous sommes finalement quelque peu les enfants par rapport à ce plan, nous humains. Et donc ces maîtres de sagesse savent très très bien comment nous conduire progressivement étant donné le niveau d'évolution. Et vont donner une impulsion régulièrement pour que nous puissions avancer. Ah, ils ne nous balancent pas tout le plan à la figure d'un coup. C'est absolument pas possible. Mais sinon ce serait aussi idiot et aussi... ça ne servira à rien que si on donne à un enfant qui a commencé à savoir lire et écrire très très bien. Alors, maintenant que tu sais lire et écrire, écoute, première dissertation, pourquoi n'y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Bah, tu me réfléchis à ça, tu m'écris quelque chose. Et puis, on va voir un petit peu le calcul intégral. C'est idiot. Vous voyez, on ne peut même pas imaginer. Donc, il serait bien que l'enfant, à tel âge, il peut apprendre ça, puis ça, puis ça, puis ça. Voilà. Il y a tout un programme pédagogique. Pour l'humanité, c'est exactement la même chose. Nous apprenons les choses point après point. Nous avons appris à construire à travers des millions d'années notre corps physique, notre corps sensible. Pour l'instant, on construit notre corps mental, notre capacité de devenir âme. On en est là. Et maintenant, ça y est, c'est la première fois qu'en tant qu'humanité, nous sommes extrêmement nombreux à pouvoir être utilisés en tant qu'âme pour pouvoir amener une créativité. Et donc, ce plan, à chaque fois, il y a régulièrement comme ça des impulsions qui déclenchent des énergies. Bon, et alors? Là, nous arrivons dans le monde humain. Et dans le monde humain, on peut continuer de faire des lignes. Voilà. Là, nous allons avoir la ligne du mental abstrait, puis la ligne du mental concret relié à l'émotionnel. Et puis là, on va mettre la ligne physique. Autrement dit, là, on est complètement dans le règne humain. Et puis, je pourrais le représenter, vous voyez, à travers un personnage. Voilà un personnage, je le représente très grand, tout simplement parce que je lui mets la tête dans le mental abstrait. C'est quelqu'un qui est capable vraiment de concevoir ça. Quel est son rôle? Eh bien, régulièrement, ce rôle à ce personnage qui a réussi à se sortir du mental habituel complètement relié à l'émotionnel, de se sentir toutes les énergies qui sont mises en mouvement cycliquement, régulièrement, à partir des impulsions données par les maîtres, ce qu'on appelle la hiérarchie. Et donc régulièrement, il y a, vous voyez, des énergies, je les symbolise de cette manière-là, et il perçoit cela à travers ses recherches, à travers ses méditations, à travers ses cogitations. Ça peut être un scientifique qui cherche justement des idées fondamentales, ça peut être un philosophe, ça peut être un méditant, ça peut être un ésotériste, peu importe. Et à un moment donné, cette impulsion qui a été donnée se traduit par une idée. Je mets, vous voyez, un triangle parce que c'est quelque chose qui peut lui apparaître d'abord d'une manière un peu géométrique, d'une manière un peu abstraite. Il n'y a pas encore peut-être vraiment les mots pour le dire. Mais progressivement, c'est vrai qu'il va pouvoir l'expliquer. Il va mettre des mots, il va mettre des phrases. Il va pouvoir dire, voilà, peut-être que la nouvelle idée, c'est quelque chose un petit peu qui ressemble à ça. Et il va surtout y mettre un contenu, parce que ce n'est pas une coquille vide, c'est vraiment quelque chose qui est très très plein, qu'il a vécu justement, parce que c'est plein de toutes ces énergies. Il a cette idée. Sur les plans de l'âme, comme nous le savons, c'est pour ça que c'est horizontal, on n'est pas du tout séparés, on n'est pas du tout isolés. Par conséquent, plusieurs méditants, plusieurs personnes, plusieurs chercheurs cherchaient en même temps que lui. Et forcément, à partir du moment où les choses se condensent, tout le monde en profite. Et c'est pour ça que dans l'histoire des sciences, on a pu voir combien des découvertes, la plupart du temps, sont faites à peu près en même temps, dans différents coins de la planète, sans que les gens se soient consultés. Et donc on va trouver d'autres personnes qui viennent enrichir complètement cette idée, ce qui lui donne du poids, ce qui va faire qu'elle va avoir une certaine tendance à descendre. Elle va pouvoir descendre jusqu'ici. Et donc cette idée, elle va rencontrer à un moment donné des personnes qui sont ici, sur le plan mental concret émotionnel, qui n'ont pas encore un accès facile au mental abstrait. C'est nous. Ne nous cachons pas. Mais là, des personnages comme ça, je vais en mettre deux. Vous allez voir pourquoi. J'ai fait une ligne comme ça qui va aussi être une ligne du temps. Ça veut dire que vous remarquerez que mon idée, pour qu'elle puisse créer quelque chose, il faut bien qu'elle descende, il faut bien qu'elle s'incarne, il faut bien qu'elle descende sur le plan physique. Si ça reste en l'air, ça ne servira pas à grand-chose. Donc le but, c'est comment l'humanité est créatrice, comment elle fait descendre l'idée. Mais vous remarquerez que l'idée ne descend pas comme ça. L'idée, elle va descendre dans le temps. Et les petites hachures que je vais vous mettre sont des années. Donc il va se passer plusieurs années avant que l'idée n'arrive véritablement en bas et qu'elle soit perceptible par tout le monde. Perceptible par tout le monde, là je vais mettre un personnage, quelqu'un
qui a juste la tête, vous voyez, au niveau du concret, au niveau du physique. Et pour lui, tant que c'est pas physique, tant qu'il ne le voit pas, c'est du blabla, ça ne rime à rien. Mais quand il le voit et qu'il le voit, que c'est là, là, bon. Donc très très peu sensible au monde des idées. Mais là, ça va s'arriver. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que des idées peuvent descendre comme ça, une fois qu'elles sont mises en œuvre, une fois qu'elles ont maturé. Et vous connaissez tous la phrase de Victor Hugo qui dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Ça veut dire que rien ne peut arrêter sa descente. Et quand elle a été suffisamment maturée, d'où l'intérêt aussi d'être plusieurs à faire ce travail de méditation, ce travail de chercheur, et que plus on mature rapidement, plus c'est quelque chose qui prend de la force et qui va descendre progressivement. Donc cette idée abstraite va s'habiller de mental concret, d'émotionnel, progressivement, de matière éthérique, jusqu'à descendre jusque sur le plan physique, relayé comme ça, et donnant quelque chose visible par tous, des résultats par tous. Prenons un exemple, c'est ce qui va être le plus facile. À un moment donné, par exemple, on peut imaginer qu'une impulsion est venue d'en haut en disant « il serait temps que vous vous unissiez ». Vous êtes tous séparés dans des petites provinces, des petits villages, et si vous cherchiez un peu à vous unir, un premier processus d'unité, ce serait vraiment intéressant. Les chercheurs qui ont perçu cette impulsion-là, à un moment donné, c'était au début du XVIIe siècle, ont dit « mais c'est comme si on devait créer le mot « nation ». On doit faire naître des nations. Une nation, c'est un concept très intéressant parce que c'est des gens qui se reconnaissent comme apparaissant à une même nation, alors qu'ils sont de peuples différents, de religions différentes et de langues différentes. Et qui, lorsque la nation s'est véritablement amalgamée, eh bien, il ne reste plus qu'une seule et même nation. Des gens qui se reconnaissent avant tout de ça. Tant que la nation n'est pas construite, les gens se reconnaissent avant tout comme étant d'une religion, où je suis avant tout savoyard, ou avant tout breton, et secondairement français. Ça, c'est quand la nation n'est pas construite. Quand la nation est construite, on est avant tout de cet esprit national, et secondairement de telle province, ou de telle appartenance, ou de telle langue. Ce concept de nation, il a été rejoint par beaucoup de penseurs. Et puis progressivement, il est descendu, et au cours du XVIIIe siècle, et il est apparu plein pot au moment de la Révolution française, saisi par beaucoup de gens, qui étaient aussi des penseurs, qui n'étaient pas bas de gamme, qui étaient certainement aussi un peu dans ces environs-là. Et ces penseurs-là ont dit, mais voilà, l'esprit national est quelque chose d'important. Et ça a explosé un peu partout en Europe, en reléguant complètement loin l'ancien régime, comme on les appelait, donc le régime monarchique. On construit maintenant des nations, et ces nations doivent se construire sur le modèle de la démocratie. Bon, et effectivement, ça a saisi énormément de gens à ce moment-là. Mais ça a mis du temps pour se manifester. Entre 1789 et 1870, où couramment on a commencé vraiment à pouvoir dire on est dans une nation qui fonctionne, vous voyez le nombre d'années. Quant à la démocratie, entre 1789 et 1946 pour la France, droit de vote des femmes, vous voyez le nombre d'années. Donc vous voyez le temps qu'il faut pour qu'une idée arrive ici et se manifeste complètement, ben, il faut beaucoup de temps. Naturellement, les gens qui sont là au niveau de la pensée, ce n'est pas forcément eux qui vont faire tout le boulot. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un travail de groupe. L'humanité, on a chacun nos compétences. Il y a des gens qui pensent au niveau abstrait et qui amènent les idées, et qui sont relayés ensuite par d'autres personnes, qui eux-mêmes sont après relayés pour peut-être mettre en application certaines choses, complètement dans le monde concret. Ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui peuvent faire tout, mais parfois il y en a qui peuvent faire tout. Pourquoi pas? Il n'y a aucun interdit de ce point de vue-là. Je vous disais ça parce que ce qui va être intéressant, c'est que si je prends mon exemple du nationalisme qui est descendu comme ça tout au long de ces années, les chercheurs, à peine un siècle après avoir perçu l'idée de nationalisme, déjà certains disaient, mais ce qui est intéressant, finalement, c'est l'idée d'internationalisme. Parce qu'on est tous interdépendants. Il faut qu'on aboutisse à une mondialisation, qui n'est pas un terme moderne, mais qui est un terme ancien. Donc déjà, vous voyez, au début du XVIIIe, on avait le nationalisme, au début du XIXe, je mets un autre symbole, peu importe, voilà. Ils ont pensé cette idée d'internationalisation et de mondialisation. Alors que déjà, la première n'était pas complètement aboutie. La deuxième était déjà lancée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, cette idée, elle va descendre aussi. Il y a plein de gens qui la nourrissent, et elle va descendre. Mais le problème, c'est qu'elle va rencontrer deux personnages, les deux que j'ai ici. Elle va rencontrer des personnages qui sont ouverts, qui savent qu'effectivement les idées sont momentanées, que toute vérité est de nature temporaire, et qui sont ouverts. Même si par exemple, quelquefois, ils ne peuvent pas encore bien remonter peut-être au niveau de l'abstrait, mais ils sont ouverts à ce qui vient de l'abstrait. Ils sont à l'écoute des penseurs, ils sont à l'écoute de ce qui vient, ils sont à l'écoute des idées. Quand il y a quelque chose qui est à repérer comme ça dans une interview, dans quelqu'un, un penseur, un chercheur, tac, ils saisissent l'idée.
et ils vont s'en faire tout de suite les relais, et que par eux, effectivement, on va pouvoir dire que la chose va continuer de descendre. Mais cette idée, elle va se heurter également à mon deuxième personnage, qui lui est le gardien de la première, et qui ne veut pas en bouger, et pour qui c'est la vérité. Ah non, non, le nationalisme, il n'y a que ça de vrai. Et qui va insulter, comme le font par exemple les gens d'extrême droite actuellement, celui-là en disant espèce de mondialiste, espèce d'internationaliste. Et on se trouve, donc, vous voyez, dans une histoire bizarre, où ce sont deux idées qui sont descendues fondamentalement du plan. L'un est en train de conserver la première, alors qu'on a déjà en route la deuxième. Et que très certainement, nos chercheurs sont déjà en train de faire la troisième, qui est encore plus loin, et qui n'aboutira peut-être que dans 50 ans ou dans 60 ans. Donc pour l'instant, si on n'est pas dans le mental abstrait, on n'a pas grande idée. Et voilà pourquoi, oui, dans un pays ou dans le monde actuellement, on a des gens qui ont des idées à tous les niveaux. Voilà pourquoi on a des conservateurs, où nous avons des personnes qui effectivement conservent une idée qui était parfaitement juste à une époque, mais qui à un moment donné ne l'est plus, est remplacée par une autre, mais qui n'ont pas du tout envie de changer. Et voilà pourquoi on a une grande bagarre entre ceux, par exemple, qui sont les nationalistes et qui sont fiers, et ceux qui disent « mais il faut arrêter, mais on s'en fout de la France. Ce qui nous intéresse, c'est l'humanité, le bonheur de la France. Non mais comme si on était les seuls au monde. C'est d'un égoïsme crasse. Ce qui nous intéresse, c'est l'humanité dans son ensemble. Point. Et un jour, il n'y aura plus de nation. Un jour, on sera tous ensemble. Et on considérera l'humanité dans son ensemble. Il faut arrêter de penser comme ça. Mais si ces personnes ici ne sont pas prêtes, il n'y a rien à faire. Et voilà pourquoi, quelquefois, les idées qui sont là, qui descendent, comme mon idée verte, elle peut bloquer, elle peut rester là, coincée un certain temps. Et c'est là où nous tous, nous avons un grand rôle. C'est là où nous tous, nous avons un grand rôle parce que nous avons à capter ces idées, nous avons à les parrainer pour les diffuser. Il faut que nous soyons tous, si nous n'avons pas encore beaucoup de possibilités, vous voyez, pour rentrer dans la recherche pure, comme font des scientifiques, comme font vraiment des chercheurs ésotériques, etc., si on n'a pas encore les moyens de faire ça, au moins, soyons véritablement des gens à l'affût de ces nouvelles idées. Donnons leur vie, et puis surtout, passons notre temps à les diffuser, de manière à ce que ça passe progressivement le barrage momentané de l'ancienne idée, qui finira de toute façon par sauter. C'est évident. Si je vous racontais l'histoire d'avant la Révolution, on pourrait dire que mon idée verte, c'était le nationalisme, et que mon idée rouge, c'était la royauté. Et que pendant très très longtemps, les tenants de la royauté ont résisté. On a cru pendant très très longtemps qu'on allait restaurer un jour la royauté en France. Bon, voilà, c'est fini, on n'en parle plus. Mais vous voyez, donc c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, on retrouve exactement le même processus avant que la chose puisse descendre. Donc pour que ça aille plus vite, pour que le monde avance plus vite, quand on se demande quelquefois, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous, pour que ça progresse? Qu'est-ce qu'on peut faire uniquement dans ce monde de la pensée? Soyons à l'affût de ce qui vient, de ce qui arrive. Soyons à l'affût de ça. Et c'est ça qu'on appelle se tourner vers le futur. Se tourner vers l'avenir. Écrivez l'avenir comme ceci. Se tourner vers le avenir. Car toutes ces idées-là, c'est ça qui est à venir. C'est ça le futur. Nous, bien sûr, quand on est dans le temporel, on a l'impression que, bizarre, se tourner vers le futur, c'est tourner vers demain. Alors qu'en réalité, si je suis là, moi par exemple, se tourner vers le futur, c'est se tourner vers quelque chose que quelqu'un a concocté déjà il y a une dizaine d'années. Ce qui est bizarre, vous voyez, c'est que la ligne du présent, passé, présent, futur, elle marche à l'inverse. Pour mon petit personnage ici, lui, il a rien vu. Tant que ça ne s'est pas manifesté, pour lui, ça ne marchait pas. Si on lui disait que ce grand personnage, ça fait 20 ans qu'il a pensé ça. Mais il était futuriste, il était vachement en avance sur son temps. Donc vous voyez, finalement, futur, présent, passé. Au fur et à mesure que les choses descendent, elles sont le passé de ce qui a été pensé à un moment donné. Voilà pourquoi nous devons véritablement, non pas penser en termes de passé, en termes de forme, comme nous l'avons vu, mais on doit s'entraîner à complètement relier toutes ces énergies-là. Voilà pourquoi ça nous demande une disponibilité, une capacité d'accueil, une capacité d'être en ouverture par rapport à la nouveauté. Surtout si elle est complètement révolutionnaire, surtout si elle est complètement folle. Il faut absolument que nous rompions totalement avec la routine du passé. Regardez comme on a tendance à faire ça. Il y a 10 ans, nous en étions là. Il y a 5 ans, nous en étions là. Et l'année dernière, on en était là. On peut donc supposer que cette année, on va vivre ça. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement ancré en nous. Quand on essaye de prévenir l'avenir de l'humanité, c'est comme ça. Quand on essaye de voir un peu qu'est-ce qu'on va devenir, c'est comme ça. Quand nous-mêmes, nous essayons, à notre propre échelle, de voir qu'est-ce que va être notre vie,
c'est comme ça. Même au quotidien, hein. Avant-hier, j'étais comme ça. Voilà, hier, j'étais comme ça. Aujourd'hui, toujours un peu comme ça. Donc demain, très vraisemblablement. Ah, mais si on part comme ça, alors vous n'êtes pas du tout à l'affût de la nouveauté. Il faut vraiment être à l'affût de ce qui va nous tomber dessus. Vous voyez, j'aime bien ces flèches-là parce que c'est vraiment quelque chose qui, à un moment donné, va créer une rupture. Il faut bien que vous compreniez que si la chenille pensait son avenir à propos, en regardant son passé et son présent, le papillon n'existerait jamais. La chenille est incapable, dans une continuité, d'imaginer le papillon. Je vous assure que ce n'est pas du tout en cherchant à améliorer les services postaux et la rapidité de la poste qu'on a inventé Internet. Rien à voir. Je vous assure que ce n'est pas du tout en cherchant à améliorer les lois physiques qu'on a inventé la physique quantique. À chaque fois, clac, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui vient et qui rompt complètement avec le passé. Si bien que les futurologues ont complètement disparu. C'était, il y a une cinquantaine d'années, c'était un sport qui était régulier. On interrogeait des futurologues. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner? Aucun n'a prévu Internet. Comme à l'époque, personne n'avait prévu la physique quantique. Elle a mis du temps à s'installer. C'est intéressant de voir que c'est vraiment la rupture qui amène quelque chose de nouveau. Mais si on n'est pas, nous, à l'écoute de cette rupture, si on n'est pas à l'écoute justement de la nouveauté et qu'on a justement cette espèce de logique comme ça, donc il n'y a rien de neuf. Donc il n'y a pas d'éducation. L'éducation, c'est vraiment cette capacité que l'on a à s'ouvrir. Et voilà pourquoi on verra à partir du printemps, on insistera pendant 4 mois sur le développement des sens. Car le développement des sens est la clé pour arriver à être dans cet accueil, pour arriver à percevoir de plus en plus justement qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est derrière, et non pas simplement qu'est-ce qui existe déjà et à partir de quoi je peux créer quelque chose. Il faut que nous apprenions à devenir de nouveaux opportunistes. Vous allez me dire, c'est pas terrible comme terme opportuniste. Non, effectivement, c'est pas terrible. Et pourtant, vous connaissez l'étymologie d'opportuniste? Ça vient de opportun. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que opportun? C'est un petit vent qui souffle en direction du port, qui vous met au port. On l'appelle le opportun. Et donc les pêcheurs, qui repéraient que le vent tournait, eh bien, ils allaient au port en servant l'opportun. Et donc le pêcheur, quand il se servait de ça, il était opportuniste. Et celui qui loupait l'opportunité, il avait du mal à rentrer. Ou il rentrait beaucoup plus tard. Donc, opportuniste est avant tout un terme de marine. C'est profiter du vent qui souffle dans la direction où on veut aller. Naturellement, ça s'est tout de suite très très vite dégradé, en particulier dans le domaine de la politique, même si après ça s'est répandu partout dans tous les domaines, en reprochant à certaines personnes qui, selon leurs intérêts, voyaient dans quelle direction soufflait le vent politique, et s'arrangeaient pour retourner leur veste, etc., de manière à pouvoir être toujours dans le bon truc. Donc c'est vrai que ça donnait un très mauvais réputation au mot opportuniste, parce que c'est simplement un monde d'égoïstes quand on profite personnellement de là où souffle le vent et qu'on cherche à en tirer un maximum d'avantages. Mais ça, c'est juste la déformation du mot. Le vrai mot, c'est effectivement être capable d'accueillir et de percevoir qu'est-ce qui souffle. Et si nous, justement, nous devenons des nouveaux opportunistes, c'est qu'on serait capable de percevoir ce vent d'énergie, ce vent d'idées nouvelles. Alors que souvent, c'est imperceptible, c'est 3 fois rien. Avant que les médias s'en emparent, et là, on est vraiment donc descendu sur les plans, c'est vraiment quelque chose qu'il faut percevoir. On dit, mais c'est dans l'air du temps. Mais il me semble, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'on entend... Voilà, entre méditants ou entre chercheurs, ils s'échangent de plus en plus ce mot-là, cette valeur-là. Par exemple, maintenant, on entend de plus en plus parler d'équité, de partage, etc., qui étaient des mots qu'on connaissait mais qu'on n'utilisait pas. On commence vraiment à entendre comme ça des mots, et c'est vrai que nous devons être à l'affût de ça. Et l'opportuniste, le nouvel opportuniste, c'est celui qui est capable justement de saisir dans quel sens soufflent justement ces énergies et de pouvoir accompagner justement ces idées. C'est notre capacité à pouvoir accompagner cela pour pouvoir amener à bon port ces énergies. C'est pour ça que le nouvel opportuniste, c'est pas du tout quelqu'un qui pense à lui, c'est pas un égoïste, c'est pas quelqu'un qui cherche ses intérêts, c'est quelqu'un au contraire qui a le sens des responsabilités. Il a le sens des responsabilités, il a le sens du bien commun. Et c'est cela qu'il cherche avant tout à mettre en œuvre, le bien commun. Et c'est intéressant parce que nous sommes dans le signe du Capricorne. Et comme vous savez, c'est le signe du Capricorne qui débute l'année énergétique en tout cas. Donc c'est le premier signe de cette nouvelle année. Et à chaque fois, le Capricorne nous pose une grande question. En quoi pouvons-nous devenir de plus en plus responsables
de la créativité sur Terre? Est-ce qu'on peut augmenter d'une manière quelconque notre responsabilité? Quel type de réponse, c'est le vrai sens du mot responsabilité, quel type de réponse on peut véritablement apporter? Pour cette année, je vous propose ça. Et si nous étions justement de nouveaux opportunistes? C'est justement dans cette énergie Capricorne, pour commencer donc cette série sur l'éducation, nous commencions justement à tourner de plus en plus notre esprit. On cherche comme ça à s'éduquer au futur, s'éduquer à ce qui vient, s'éduquer à percevoir ces idées nouvelles. Et si nous-mêmes, on ne participe pas directement, si on n'a pas vraiment une idée, il faut bien se rendre compte que de toute façon, c'est un travail de groupe. C'est ce que je montrais tout à l'heure. Et que par conséquent, ce n'est pas forcément vous, dans le groupe, qui allez mettre en mots l'idée. Mais c'est certain que si vous méditez par rapport à ça, vous ferez partie de l'équipe qui fait surgir l'idée, même si elle ne passe pas après directement par vous. Mais après, vous aurez l'avantage de pouvoir la saisir assez rapidement et de pouvoir la relayer pour qu'elle puisse exister. Sans s'occuper, vous voyez, de celui qui résiste. Il ne faut surtout jamais combattre une ancienne idée. On ne s'en occupe pas, on s'occupe surtout de relayer la nouvelle et de l'amener. Ça, c'est vraiment notre responsabilité. Des opportunistes qui cherchent toutes les opportunités de faire avancer le bien commun. C'est un petit peu notre travail de ce mois. Voilà ce que je voulais vous raconter par rapport à l'éducation, donc les idées fondamentales de l'éducation. C'est un processus qui est de toute conscience. Si on imagine une continuité de conscience, une continuité de vie, c'est quelque chose qui est permanent, qui ne s'arrête jamais, parce qu'au-delà qu'on a, il y a toujours à s'éduquer à partir au-delà. Pour nous, maintenant, il va falloir, dans la planète Terre, amener les deux éducations, des deux règnes en même temps, 4e et 5e règne. Et puis nous-mêmes, nous sommes éduqués en permanence donc par les maîtres, nous sommes éduqués à jouer notre rôle, de remplir notre rôle d'opportuniste et d'amener ces idées donc en manifestation. Je vous propose de méditer là-dessus.